On revient un tout petit peu en arrière, on a eu pas mal d'actualités au niveau des fêtes et notamment bien sûr pendant cette trêve de Noël. Ça s'est passé plutôt en termes de volatilité au niveau des matières premières. On a eu bien sûr, vous le savez, l'or a extrêmement bien performé au cours de l'année 2025. Si on regarde la performance en dollars, on était sur une hausse de 50%. Mais vous avez effectivement d'autres matières premières qui en ont profité et qui sont sur des hausses tout aussi conséquentes. On regardera par exemple l'argent. L'argent, c'est le bon symbole. Pendant quasiment plus de 10 ans, vous avez eu un range au niveau du métal. Vous avez eu quasiment pas d'évolution. Puis à partir de l'été 2025, ça a commencé à bouger et finalement un éclatement au cours de la trêve de Noël. Et l'argent affiche une performance sur l'année 2025 de 150% en dollars, donc ce qui est effectivement extrêmement massif. Alors bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette envolée de l'argent et vous le savez, la question derrière cela, ça va être de savoir si ça va perdurer. Parmi les facteurs, c'est tout simplement l'offre et la demande. Un point dont on doit toujours se souvenir sur le marché de matières premières, c'est qu'on est sur des marchés qui sont relativement étroits, donc automatiquement, l'offre et la demande, ça va être essentiel. Et vous avez eu aussi des achats opportunistes de la part d'institutionnels, de fonds spéculatifs notamment, qui ont décidé plutôt de prendre leurs bénéfices sur l'or et ils sont allés également sur l'argent, se disant qu'il y avait des opportunités. Et un autre point qui va être bien évidemment important, la Chine. Lorsqu'on parle de matières premières, on a systématiquement cette vision au niveau de la Chine. Et au cours de la trêve de Noël, la Chine a tout simplement décidé de restreindre un tout petit peu ses exportations d'argent. Elle le fait sur une myriade d'autres matières premières, de métaux industriels, etc. Donc, ce n'est pas complètement surprenant. La question, bien évidemment, c'est de savoir si cette tendance haussière sur les matières premières et notamment les métaux précieux peut perdurer. Et bien sûr, pour en parler, on va en discuter avec Benjamin Louvet d'Ophi Asset Management. Ravi de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes l'expert dans le domaine des matières premières. Selon vous, juste si on regarde déjà sur l'argent, on ira après sur l'or, mais ça a été l'actualité sur l'argent. Est-ce qu'il y a encore un potentiel de hausse? Et je sais que vous êtes beaucoup exprimé. Il y a eu plein de raisons qui ont été évoquées sur les réseaux sociaux. J'avais vu certains de vos posts sur LinkedIn, où effectivement, il y avait beaucoup de raisons évoquées pour la hausse de l'argent. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les facteurs structurels et s'il y a encore du potentiel aussi après une hausse de 150% au cours de l'année 2025? Oui, bonjour Christopher. Alors, je dirais que les facteurs de hausse, ils sont très nombreux. Le principal, c'est le caractère physique spécifique de l'argent, qui est le métal qui conduit le mieux l'électricité au monde. Et pour cette raison, il est énormément utilisé dans beaucoup de technologies, et notamment dans les technologies bas carbone, en particulier les panneaux solaires et la voiture électrique. Et donc ces deux marchés ont complètement bouleversé le marché de l'argent ces dernières années, puisque ces deux marchés n'existaient pas il y a 15 ans, où ils étaient tout juste naissants, et aujourd'hui ils représentent déjà ensemble quasiment 30% de la demande d'argent dans le monde, et selon le Silver Institute, cette demande pourrait atteindre les 40% à un horizon 2030. Donc on comprend bien que la demande augmente de façon très forte. En face de ça, l'offre, elle, est contrainte. Elle a atteint un plus haut historique en 2016 et depuis, les niveaux de production de 2016 n'ont jamais été à nouveau atteints. On est en baisse de 8 à 9% par rapport à ces niveaux. Et il n'y a pas beaucoup d'espoir de voir cette production remonter de façon sensible parce qu'il n'y a pas eu de découverte de nouveaux gisements majeurs depuis très longtemps. Donc vous avez une offre contrainte, une demande qui ne cesse d'augmenter et donc un marché de l'argent qui est en déficit depuis maintenant 5 ans. Et qui devrait être en déficit encore en 2026, ce qui justifie la hausse qu'on a connue, parce qu'on a pu compenser pendant un premier temps avec des stocks, mais plus le temps passe, plus ces stocks s'épuisent, et donc plus l'équilibre est difficile à réaliser. Quand un équilibre est difficile à réaliser parce qu'il n'y a pas assez d'offres, il faut que le prix monte pour réaliser un des deux facteurs d'ajustement. Le premier, c'est détruire de la demande. Le métal devient trop cher, donc on décide de s'en passer. Et le deuxième, c'est inciter les producteurs à produire davantage. Le problème, c'est que ouvrir une mine prend beaucoup de temps, 10 à 15 ans minimum, donc ajuster l'offre n'est pas facile. Et détruire de la demande, dans la mesure où cette demande elle est essentiellement emmenée par deux technologies qui sont en train de se développer, c'est extrêmement difficile. Donc ce qu'il faut comprendre, Christopher, que c'est pas parce qu'un marché a monté de 150% en un an sur les matières premières que la hausse est forcément derrière nous, parce que le marché de matières premières est un marché d'équilibre spot entre l'offre et la demande, et quand il y a un déséquilibre, tant que l'équilibre n'est pas trouvé, le prix peut continuer à monter, donc on reste effectivement, nous, très favorables
au cours de l'argent pour l'année 2026. Et si on passe en deuxième question sur l'or, là effectivement on a eu aussi une belle envolée, hein, même si c'est pas du tout de la même ampleur que l'argent. Structurellement, on le sait, on le répète dans cette émission et dans Tout pour investir assez régulièrement, vous avez structurellement bien sûr les achats des banques centrales. J'ai un peu le sentiment quand même que sur l'année 2026, vous me direz votre sentiment, mais je suis plutôt haussier toujours sur l'or, mais je me dis qu'il y aura peut-être une inversion au niveau des flux acheteurs, moins de banques centrales qui se positionneront, mais peut-être plus les investisseurs institutionnels qui finalement essayent de rattraper. Et on le voit, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais on le voit au niveau de la clientèle, cette volonté d'intégrer de l'or, parce que bien évidemment on en parle de plus en plus, donc dans les portefeuilles. C'est à peu près votre analyse. Quelle est votre grille d'analyse pour 2026 pour l'or ? Alors je vous rejoins sur la volonté des investisseurs institutionnels de renforcer l'exposition à l'or. On voit effectivement des flux qui se matérialisent et c'est assez logique parce que quand vous voyez des directeurs de gestion comme Mike Wilson, le directeur des investissements de Morgan Stanley, ou Ray Dalio qui parle d'avoir une exposition à 15 ou 20% sur l'or dans un portefeuille, et que vous regardez qu'aujourd'hui, chez les institutionnels, on estime que cette allocation, elle tourne autour des 2,5%, que 39% des asset managers interrogés disent que pour l'instant, ils n'ont pas d'exposition à l'or, eh bien, il y a un gros potentiel ici. Goldman Sachs parlait dans une étude récente du fait que si on a un point de base, donc 0,01% des actifs exposés aux actions ou aux obligations qui basculent sur le marché de l'or, ça entraîne 1,4% de hausse du cours de l'or. Ça veut dire, Christopher, que s'il y a 1% des actifs aujourd'hui exposés aux actions et aux obligations qui basculent sur l'or, Goldman Sachs s'attend à potentiellement une hausse de 140% des cours de l'or. C'est juste énorme. Ouais. Alors là où je ne vous rejoins pas tout à fait, Christopher, c'est sur la partie banque centrale. Je pense que les banques centrales vont rester acheteuses. Elles ont a priori acheté à peu près 850 tonnes d'or sur l'année 2025. C'est ce à quoi on s'attend, malgré la hausse des cours. Donc elles continuent sur un rythme très important. Et surtout, beaucoup de banques centrales indiquent qu'elles veulent continuer à acheter de l'or. Dans un sondage qui a été publié au mois de juin par le World Gold Council, 43% des banques centrales interrogées, il y en avait plus de 70, indiquaient vouloir augmenter leur allocation à l'or dans les 12 prochains mois, ce qui était un record pour ce sondage qui est réalisé tous les ans. Et puis vous avez la Banque centrale de Serbie, la Banque centrale de Corée du Sud, la Banque centrale de Pologne, qui ont annoncé qu'elles voulaient continuer à acheter de l'or. Donc on a clairement une tendance qui est là pour durer. Pologne, c'est 30%, je crois, des réserves, l'objectif, n'est-ce pas ? Je crois qu'ils l'ont annoncé. Alors, ils avaient un objectif à 20% qu'ils ont atteint et ils ont reporté cet objectif à 30%. Il faut savoir que 30% d'allocation à l'or, c'est à peu près la moyenne mondiale des banques centrales. Et aujourd'hui, une banque centrale comme celle de la Chine n'est qu'à 12% estimée de ses réserves en or. Donc il y a encore beaucoup de place pour voir ces demandes de banques centrales continuer à augmenter. En un mot, très rapidement, pour les téléspectateurs qui nous regardent, pour vous, vous l'avez un peu évoqué, mais vous êtes expert dans le domaine. En termes d'allocation, c'est 5%, 10% de l'épargne. Moi, je vois que je commence à avoir des clients à 20%, mais ça me paraît quand même assez important. En règle générale, je mets en avant 5% de l'épargne peut être allouée aux métaux précieux. Et vous, votre conseil, c'est comment ? Alors, la première chose, c'est qu'il faut avoir conscience d'une chose, c'est que, compte tenu des hausses qu'on a connues, on pense que la hausse va se poursuivre, mais ça va être probablement beaucoup plus volatile. Et donc, il faut être prêt à accepter un risque. Après, moi, je ne fixe pas d'objectif définitif parce que ça dépend de votre portefeuille, du montant que représentent les actifs financiers dans votre portefeuille. Donc, ça dépend vraiment de votre situation particulière et de votre acceptation du risque. Mais ce qu'on a coutume de dire, c'est qu'en fonction, si on prend 3 grands profils d'allocation traditionnels, un conservateur, équilibré ou dynamique, on va dire qu'un portefeuille conservateur devrait avoir entre 2 et 3% d'allocation sur les métaux précieux. Un portefeuille équilibré, on va dire entre 3 et 6-7% maximum. Et un portefeuille dynamique peut monter peut-être jusqu'à 10%. Parfait. Au-delà, ça me semble quand même quelque chose d'assez risqué et c'est réservé à des profils très particuliers. Merci beaucoup Benjamin Louvet d'Ophi Asset Management pour cet éclairage.